Je voulais commencer par faire un petit rappel sur le déroulé de la formation PV1, et donc un élément que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, hein, c'était lundi 2 décembre. On a vu trois chapitres, je dirais. La présentation du contenu du cours, un autre chapitre sur la préparation du matériel et, euh, et puis un troisième chapitre sur la préparation du film. Parce qu'effectivement, dans ce cursus, vous devez, pour valider ce cursus, vous devez réaliser un film d'environ 3 minutes et en respectant certaines règles, et on verra bien sûr tous ces éléments en détail. Ce soir, nous allons parler des techniques de prise de vue et ensuite nous parlerons de la lumière naturelle et des filtres, puis de l'éclairage, donc de la lumière artificielle. Et le 13 janvier, nous parlerons du montage. Donc, ça sera en deux parties. Une partie plutôt théorique sur le principe du montage, qu'on retrouve d'ailleurs dans à peu près tous les logiciels de montage. Et puis une deuxième partie où nous verrons des exemples en travaillant directement sur DaVinci, DaVinci Resolve. Même si c'est pas DaVinci que vous utilisez, de toute façon, les logiques sont les mêmes d'un logiciel à un autre, d'un logiciel de montage à un autre. Alors, comment tout ça se passe? En fait, on a une première partie qui est celle que nous sommes en train de réaliser en ce moment, qui est donc l'ensemble du stage théorique. Et ensuite, on va valider tout ça au travers d'un stage pratique. Alors, un stage pratique, il y en a un qui aura lieu au mois de janvier à la Martinique, mais là, je crois que c'est complet, hein, donc on ne va pas s'y mettre. Et on prévoit un stage régional cet automne. On n'a pas encore la date exacte, on n'a pas encore le lieu exactement, mais ça sera en Méditerranée. Donc, ça sera quelque chose qui sera effectivement plus proche que la Martinique. Dans la théorie, pour valider le PV1, pour ceux qui ont envie de passer le PV1, le stage pratique doit se dérouler dans les 12 mois de la partie théorique. Bon, après, en fonction des cas, des aléas, autre chose, ce sont des choses qu'on peut facilement aménager. Alors, pendant ce stage pratique, qu'est-ce qu'on fait? On fait une brève révision, je dirais, des cours qu'on a vus, juste pour se les remettre en tête. Et surtout, chaque cours est suivi d'une liste de courses. Donc, on regarde un petit peu la liste de courses qu'on doit réaliser et on essaie de les répartir sur les plongées qu'on doit réaliser. Ensuite, eh bien, deuxième étape qui est importante, c'est effectivement le dérochage de l'ensemble des plans, euh, l'ensemble des plans qu'on a pu prendre. Et puis, on commence à les trier par thème, par différentes manières pour pouvoir effectivement travailler en troisième lieu sur son montage. Donc, montage qu'on réalise, on essaie de le réaliser pendant le stage, au moins de bien le débuter pendant le stage, de manière à ce qu'effectivement le moniteur puisse être là derrière et aider et donner des commentaires ou donner des indications supplémentaires pour pouvoir faire ce montage qui doit rester dans la tranche des 3 minutes. Voilà. Donc ça, c'est la partie pratique qui se réalise. Alors, les listes des courses, bon, on va regarder ça plus tard. On va plutôt passer à la deuxième présentation, qui est les techniques de prise de vue. Donc, quel est l'objectif de ce cours? C'est en fait, c'est que l'on ait tous les mêmes bases sur les techniques de prise de vue. Donc, on va commencer par des choses assez simples et on va travailler, bien sûr, aussi sur la composition de l'image, donc des plans que l'on va directement voir ensemble. Donc, ce cours est réparti en différents chapitres. La stabilité, on va parler de la stabilité. C'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose de primordial au début, doit vraiment prendre en compte dès le départ de lorsqu'on se mettra à l'eau et lorsqu'on plongera avec notre matériel. Ensuite, on va travailler sur la composition de l'image, sur les différents types de plans, sur les entrées et sorties de plans, sur les différents angles. Donc, on verra on va prendre une technique spécifique pour prendre des plans, le même plan, sous différents angles différents. Et on verra ce que ça peut apporter à l'ensemble de notre montage. Et d'ailleurs, on parlera à ce moment-là de la règle des 30 degrés.
qui est une règle qui est utilisée, je dirais, dans tout le cinéma. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont reprises directement depuis l'environnement du cinéma sur ce que l'on voit. Alors tout d'abord, la stabilité. C'est très très important de pouvoir être stable au moment de ces prises de vue. Parce qu'en photo, on a la photo qui est figée par le flash. En prise de vue, on est en continu. Et il faut que l'on puisse assurer cette stabilité pour déjà être sûr d'avoir des plans qui soient nets, pour être sûr aussi, si on est proche du substrat, autre chose, de ne pas abîmer le substrat, voire de ne pas faire remonter des détritus qui viendraient du fond. Et cette stabilité, on va même chercher à vraiment l'améliorer et même peut-être, pourquoi pas, trouver des astuces quand on va être dans des situations justement difficiles, comme lorsqu'on est en train de filmer une action dans un ressac. Malgré le ressac, il faut essayer justement d'être le plus stable possible dans le ressac, ou si on est une zone avec du courant ou autre élément. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important sur cette stabilité. Alors, on a différentes méthodes, différentes manières pour pouvoir rendre plus stable des plans, déjà soi-même. Soi-même, il faut que l'on soit bien stable, bien posé. Et à ce moment-là, on peut, en prenant notre matériel en main de différentes manières, par exemple, en terrestre, on connaît notre appareil photo avec la sangle, on va le tendre, ça va permettre aussi de le stabiliser par rapport à notre corps. Et en milieu sous-marin, eh bien, on n'a pas de sangle, mais on va essayer justement de bien tenir l'ensemble de ce boîtier, de son boîtier et des éléments attachés au boîtier. Alors pour ça, on a une platine. Donc, même si on plonge avec juste un boîtier, sans éclairage, sans aucun élément additif, c'est très intéressant d'avoir une platine avec deux poignées, parce qu'en prenant la poignée à deux mains, on va déjà établir une stabilité avec les bras qui vont assurer la liaison avec notre corps qui est déjà, lui, d'ensemble, théoriquement plus stable. Après, quand on travaille de la macro, hein, quand on travaille des éléments tout à fait précis, on peut prendre un trépied. Même sous l'eau, on peut prendre un trépied. On fera toujours très attention où on pose les pieds du trépied pour ne pas abîmer effectivement les éléments qui sont autour de nous, mais on va directement utiliser un trépied et on peut à ce moment-là régler des macros, et notamment lorsque on travaille avec des éclairages tout à fait particuliers, ça s'appelle des sloots. C'est un éclairage qui est très centralisé pour isoler un élément. On a besoin d'être très très précis et de ne pas bouger pour régler ce type d'éclairage. Alors après, il y a d'autres types de stabilisateurs. Il y a des stabilisateurs qui sont intégrés directement dans la caméra. Donc la caméra a un système qui analyse l'image pendant qu'on est en train de prendre la prise de vue et qui va chercher à stabiliser l'image sur un élément. C'est quelque chose qui est intéressant. La technologie, je dirais, évolue et s'améliore avec le temps. Il y a même des objectifs qui ont des systèmes de stabilisation intégrés et qui vont chercher à aider à stabiliser l'ensemble des éléments. Et puis après, on peut avoir des appareils tout à fait particuliers qui sont des genres de poignées avec de l'électronique intégrée. Ça s'appelle un gimbal et qui permet, en tout cas en terrestre, de pouvoir se déplacer en tenant le boîtier et cette poignée. Et il y a des rotules qui vont faire en sorte que l'appareil photo, le boîtier, soit le plus stable possible. On a même des éléments encore plus précis qui sont des genres de harnais qu'on va s'attacher au niveau du corps et sur lequel sera donc fixé le boîtier et qui vont nous permettre de nous déplacer en éliminant tout ce qui est saut ou autre chose, donc qui va encore renforcer la stabilité. Alors bien sûr, dans tous ces éléments, il y a des éléments qu'on peut utiliser sous l'eau. Il y a des éléments qu'on ne peut pas utiliser sous l'eau qui sont, je dirais, uniquement utilisables dans l'environnement terrestre. Alors, si on regarde ça, si on répond à la question quels sont les éléments qui peuvent être utilisés en sous-marin, eh bien, forcément, les premiers sont utilisables dans l'espace sous-marin.
Les autres qui sont des poignées avec de l'électronique intégrée, je n'ai pas vu encore de système de ce type-là qui soit un système étanche et je vois mal comment on pourrait utiliser pour l'instant ces systèmes sous l'eau. Donc c'est vraiment réservé aux terrestres. Donc voilà un petit peu pour se donner une idée. Alors la stabilité, il va falloir effectivement l'établir. Alors première chose, quand on se met à l'eau, il faut être parfaitement bien lesté. Il faut être bien lesté. Après, forcément, en tant que plongeur, on connaît des techniques pour apprendre à bien se lester. C'est très important parce que ça va nous permettre, en fait, de facilement maintenir une position horizontale dans l'eau. Alors que si on est trop lesté, on va avoir tendance à avoir les pieds qui tombent et peut-être qui remuent le fond du substrat. Et si on n'est pas assez lesté, on va plutôt avoir les jambes qui remontent, on va tout le temps être en train de lutter pour pouvoir rester au même niveau. Donc, le lestage de soi-même est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et forcément, quand on est bien lesté en surface, on va descendre et on va continuer à s'équilibrer avec notre gilet. Il faut savoir bien utiliser son gilet pour être parfaitement bien lesté. Euh, il y a une manière aussi d'arriver à rester stable sous l'eau. C'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir un petit peu de courant, il peut y avoir différentes choses. Et ben, c'est d'arriver à utiliser ses palmes et notamment à utiliser ses palmes en écartant les jambes et en écartant les palmes le plus possible. Ça sera un bon moyen d'arriver à, à équilibrer l'ensemble de notre corps et du boîtier. Il faut que ça fasse vraiment qu'un seul ensemble, même si nous, on va rester très, très souple. Il va donc falloir apprendre à travailler en poumon ballast. Hein, c'est important parce que s'il y a des variations ou quoi que ce soit, eh bien, on va compenser avec nos poumons. Mais là, il faudra faire attention à ne pas faire des micro-apnées. C'est-à-dire qu'en tant que tel, on sera problème amené à faire quelques micro-apnées, mais il faut en être conscient. Enfin, en être conscient. Le problème des micro-apnées, c'est qu'on se charge en gaz carbonique. Et pour éviter de charger en gaz carbonique, si on est amené sur une scène particulière à faire quelques micro-apnées pour rester bien stable, une fois qu'on est fini, eh bien, il faut effectivement s'obliger à bien ventiler de manière à chasser le gaz carbonique qu'on a pu accumuler pendant ces micro-apnées. Et c'est ce qui est effectivement embêtant. Et puis, avec tout cet ensemble de stabilisation, en fait, on va se concentrer sur des plans fixes. Donc, un plan fixe, pour qu'il soit fixe, il faut que ce soit stable. Si ça trempe dans tous les sens, eh bien, ça sera pas agréable et ça sera difficile à monter. Alors, ça, je dirais que c'est le premier niveau de stabilité. Mais notre appareil, notre boîtier, avec son ensemble attaché, hein, avec les flashs, les phares, ou peut-être une GoPro attachée dessus, autre chose, tout l'ensemble, il faut que lui-même soit lesté. Il faut que quand on le lâche, il reste dans sa position. Il ne faut pas qu'il descende. Parce qu'imaginez que vous ayez besoin d'assister quelqu'un à la remontée et que vous lâchez votre matériel et qu'il est mal attaché, le matériel, il va être perdu. Donc, il faut qu'il soit stable et peut-être légèrement positif, mais très très peu, mais stable principalement. Donc déjà, il faut qu'il reste au même niveau, mais aussi il faut se débrouiller au niveau stabilité, qu'il reste avec la bonne orientation. C'est-à-dire, si je le lâche, il ne faut pas qu'il se mette sur l'objectif ou qu'il mette l'objectif en l'air. Il faut qu'il reste stable, vraiment, comme ça, de manière c'est une double stabilité sur le plan du boîtier. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut s'entraîner en piscine hein, très facilement. La différence qu'il y a entre la piscine et la mer n'est pas significative dans ces cas-là. Et donc, si on arrive en piscine à bien équilibrer son matériel, on aura un matériel bien équilibré en mer. Après, sur les systèmes de flotteurs, il y a différents types de flotteurs. Euh, c'est à voir sur le plan technique, mais ça pose pas plus de problèmes que ça. Donc, cette stabilité est importante parce qu'elle va nous permettre effectivement de ne pas avoir à forcer, de ne pas dépenser de l'énergie et de pouvoir vraiment se fixer sur ce que l'on filme. Et donc, on va pouvoir se concentrer sur les plans que l'on réalise, les plans fixes. Et comme on va voir qu'on a différents types de plans fixes à réaliser, d'être sûr
d'avoir bien fait ses plans fixes avec la bonne durée et de déjà dans sa tête, en fonction des prises de vue qu'on a fait, eh bien, d'avoir, je dirais, quelques idées sur le montage que l'on fera ensuite. C'est aussi très important parce que ça permet de mieux gérer la netteté et ça permet d'avoir des plans qui sont beaucoup plus agréables à regarder, qui ne sont pas, qui sont beaucoup moins lassants. Hein, c'est agréable, c'est fluide, ça ne bouge pas, c'est une photo vidéo parce que c'est un plan fixe et c'est quelque chose que l'on peut regarder facilement. Et enfin, ça va nous aider aussi sur le plan du montage. Ça sera plus facile de monter des plans fixes que des plans fixes mal stabilisés. Alors, il existe dans les logiciels des technologies pour stabiliser des plans, mais ça rajoute du temps en post-production. Et le but n'est pas de passer du temps en post-production, c'est vraiment de se concentrer sur la prise de vue. Plus on fera une bonne prise de vue et bien pensée, moins on passera de temps en production et plus ça sera agréable. Donc, quel que soit le vidéaste, c'est vraiment ces objectifs qui sont les plus importants. Ensuite, justement, comme tout est stabilisé, qu'on a pu y penser, on va pouvoir se concentrer sur l'image. Donc, se concentrer sur l'image, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire effectivement bien travailler sur la partie du cadrage. Alors, la partie du cadrage, là, j'ai pris des visuels qui ne sont pas du tout, je dirais, des visuels marins, hein, mais ça n'a pas d'importance, parce que les règles de cadrage, on les retrouve dans tout le cinéma. Tout le cinéma est fait avec des règles de cadrage qui sont parfaitement définies, qui sont très proches de celles des règles que l'on a en photo. Donc, si on a pris des cours photo, on a appris le cadrage, notamment, on a appris la règle des tiers, hein, avec les points forts qui sont mis aux endroits de croisement de cette grille qui, elle, est placée aux tiers horizontaux et aux tiers verticaux. Et déjà, placer les éléments d'une image sur ces plans forts, c'est raconter une histoire. Et raconter une histoire tout simplement parce que notre œil va lire l'image et va suivre un sens de lecture. Un sens de lecture qui est dû à notre culture, hein, qui est dû à notre éducation. Notre œil démarre en haut à gauche d'une image et va suivre l'image de gauche à droite et descendre jusqu'en bas à droite. Donc ça, c'est la lecture normale, classique de l'œil. Elle est automatique. Elle est liée justement à notre éducation. Après, l'image elle-même va éventuellement, en racontant son histoire, enrichir ce sens de lecture et ramener. Là, je prends cet exemple, par exemple, sur le serpent, où on a sa tête qui est sur ce point fort en haut à droite, et le visage étant dirigé vers le bas à gauche, notre œil va tout de suite tirer de la tête de ce serpent et aller vers le bas en droit, en bas à gauche. Donc on voit ici effectivement l'importance de ces éléments. Après, dans la composition, on va aussi pouvoir utiliser des diagonales. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus parce que pour moi, je dirais que la partie cadrage est tellement similaire à celle de la photo que généralement on l'a vu en photo et on sait que s'appuyer sur des diagonales, ça va apporter du dynamisme, ça va entraîner la lecture de l'image, ça va entraîner l'œil peut-être vers l'extérieur de l'image ou pas en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut recentrer l'image, l'œil sur l'animal, on va plutôt peut-être avoir une composition en spirale qui va directement, d'une manière instinctive, amener l'œil sur le sujet principal et le laisser dessus pour le regarder en détail. Maintenant, parlons un petit peu des plans. En fait, dans le cinéma, de base, on a 6 ou 7 plans qui sont définis. Hein, si vous prenez des livres sur les plans dans le cinéma, vous verrez ces différents plans qui sont définis. On a les plans d'ensemble ou les plans larges. On voit tout le paysage, hein, on voit toute la vallée, on voit l'ensemble des éléments. C'est quelque chose qui est très beau. Puis après, on va avoir des plans moyens. On va se rapprocher des sujets, mais on va voir le sujet en globalité, en totalité. Hein. On ne va pas rentrer encore dans le sujet. On le voit très très bien. Après, on va voir des plans américains. Alors le plan américain, c'est effectivement le plan qui vient un peu de la création des westerns, où on va se fixer sur le cow-boy et son outil principal, c'est son pistolet. Donc on va aller directement là-dessus. Ça s'appelle le plan américain. Puis après, on va voir le plan rapproché, où l'élément qui nous intéresse le plus va être vu dans l'ensemble de l'image. Et
Et une fois qu'on voit cet élément d'ensemble image, en se rapprochant davantage, on va arriver sur des détails particuliers, on va appeler ça le gros plan. Alors parfois, le plan rapproché, le gros plan, c'est un petit peu similaire sur la lecture. Et puis enfin, le très gros plan, on va rentrer dans les détails de cet élément, c'est ce que nous appelons en général la macro. Alors nous, sous l'eau, on ne va pas faire tous ces plans parce que d'abord, les distances de visibilité sont beaucoup plus courtes. Donc on va se contenter sur trois plans. Le plan d'ensemble, hein, le plan large, l'ambiance, le plan rapproché. Donc là, le plan rapproché, c'est quand on voit le poisson dans sa totalité. Le gros plan, c'est quand on va voir une partie du poisson qui nous intéresse le plus. Et la macro ne fait pas partie du PV1. Effectivement, la macro, c'est quelque chose qui est vu plus tard dans le PV3, parce qu'on le voit d'une manière tout à fait particulière. Donc voici des exemples de plans. Des exemples de plans sous-marins. On a le plan d'ensemble, hein, plan large. On a le plan rapproché, où là, on va avoir l'ensemble de la scène qui nous intéresse le plus, qui va tenir dans notre cadre. Ça peut être, si c'est juste un poisson, eh bien, le poisson lui-même. Là, l'idée, c'est effectivement, souvent, c'est de voir la totalité du poisson dans la mesure du possible. Et puis ensuite, le gros plan. Et donc, le gros plan, on va vraiment commencer à rentrer dans le détail du poisson. On n'est pas encore en macro, mais on est déjà en gros plan. Donc, on est très proche et on voit ici beaucoup de détails sur l'ensemble de ces éléments. Ensuite, on fait des plans fixes. Donc, comme on fait des plans fixes, on va apprendre à laisser, en l'occurrence, les poissons, les êtres vivants qu'on va rencontrer sous l'eau, rentrer dans le champ. Donc là, effectivement, quand on va filmer une scène, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe autour, si des poissons arrivent ou pas, et on va peut-être à ce moment-là prendre un plan fixe et on va laisser arriver les poissons à l'intérieur, peut-être avoir une action, une girelle qui arrive et qui est en train de manger quelque chose, et on va la laisser repartir. Donc l'entrée dans le plan et la sortie dans le plan, ce sont des choses qui sont très importantes. À tel point c'est qu'au début, on a la mauvaise habitude d'appuyer sur le bouton trop tard. Donc, vaut mieux appuyer sur le bouton et avoir des images qui sont perdues, on n'est pas limité, pour attendre que le plan, qui est cette entrée dans le plan, et au moment où le sujet va sortir du plan, le laisser complètement sortir. Donc, n'appuyer que sur le bouton stop plus tard uniquement. Vraiment, laisser de la marge. Après, on verra ce qu'on utilisera au niveau du montage. Il vaut mieux avoir un peu trop d'images que pas assez. Même si dans l'ensemble, on va travailler sur des scènes assez courtes, hein. J'avais dit la dernière fois 3-5 secondes, ça peut être 10 secondes, hein, plus les parties qu'on va rajouter, 15-20 secondes. On sait que sur ces 15-20 secondes, peut-être ce qui nous intéressera, ça sera un plan assez court qui va durer 3-5 secondes maximum. Ou peut-être que sur une même séquence, justement, d'une vingtaine de secondes, on va avoir peut-être trois plans différents qu'on va utiliser. On verra suivant les situations. En fait, c'est toujours dans l'idée de pouvoir raconter notre histoire. Donc, quand on raconte une histoire, il faut laisser rentrer notre sujet, il faut qu'il rentre dans l'histoire, il faut qu'il raconte son histoire, et puis il faut qu'il en ressorte. Donc ça, c'est donc des éléments, effectivement, qu'on va apprendre à faire au niveau des différents plans que l'on prendra quand il sera. Ensuite, il faut bien voir que quand on va être sous l'eau, eh bien, on va voir des angles de vue. Soit on va prendre un sujet, une scène à l'horizontale. Très bien, parfait. C'est facile quand on a des poissons en pleine eau, par exemple, c'est très agréable. Souvent, quand on a des poissons qui sont plutôt sur le fond, on va être en plongée. Alors, les photos en plongée ont tendance un petit peu à écraser le sujet. Donc, on va essayer d'être très vigilant sur les prises de vue en plongée, parce que ça va avoir tendance à écraser l'autre sujet. Donc, sauf si quelque chose de particulier qui se passe, c'est sûr qu'une sole qui est sur le sable, à part la prendre en plongée, je vois pas trop comment on peut la prendre. Mais après, effectivement, on peut essayer de se mettre au ras du sable, de s'approcher quasiment au niveau. Voilà, on peut aussi à un léger relief arriver à se mettre dans le creux du relief
pour que quasiment la sole qui est sur le sol soit légèrement en hauteur ou au milieu de la vision. Voilà, il y a des choses comme ça, il faut réfléchir, il faut être inventif, il faut travailler. Et puis après, il y a la photo en contre-plongée. Alors la photo en contre-plongée, on regarde vers le haut et on va voir la surface de l'eau. Donc il faut faire attention parce que la surface de l'eau, souvent, elle est très lumineuse, donc elle risque d'être trop éclairée. Un poisson qui va être dans cette condition-là, ça peut être intéressant parce que en fait, ça va mettre en valeur le poisson par rapport à son environnement, mais il va être en contre-jour. Donc, il ne faut pas se faire forcément chercher à trouver du détail dans le poisson, mais plutôt à chercher la silhouette et avoir une silhouette intéressante. Bon, après, on peut être en contre-plongée lorsqu'on va être sur des tombants ou à l'intérieur d'une grotte, et c'est forcément des choses qui sont peut-être plus difficiles à voir au niveau du résultat, ou ça dépend un petit peu de comment se fera le plan en tant que tel. Donc voilà sur les différents angles, plongée, de niveau, contre-plongée. Alors contre-plongée, ça peut être intéressant quand on a du soleil, des rayons de soleil, où là, effectivement, on veut prendre en vidéo le jeu de ces rayons de soleil, surtout quand on remonte et qu'on est près du bateau qui va nous récupérer. Ensuite viennent les angles. Alors les angles, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Donc souvent, quand on va s'approcher d'un sujet, on va déjà le prendre de loin. Très bien. On a un plan large, on a un plan d'ambiance, c'est parfait. On va se rapprocher. Là, on a effectivement euh, un plan qui va permettre de le voir plus près, peut-être en entier, et on va encore se rapprocher, le voir en détail. Et il se trouve que lorsqu'on travaille de cette manière-là, eh bien, au niveau de la lecture, au niveau du montage, ça ne va pas nous donner quelque chose d'agréable. En fait, ces changements de plan sont pas très éloignés parce qu'on est sous l'eau. Et le fait de passer d'un plan large à un plan plus rapproché, c'est considéré comme étant une saute d'image. Et pour éviter ce sentiment de saute d'image, on va s'entraîner en fait à prendre des plans avec un axe différent. Donc je prends le plan d'un objet, très bien, et je vais chercher à me décaler pour le prendre sous un autre angle. Et ce décalage, on a remarqué qu'en fait, il fallait qu'il soit supérieur à 30 degrés. S'il est inférieur à 30 degrés, les plans vont être trop similaires et ça sera de la même manière pas très agréable à voir et pas facile à monter. Donc, on va peut-être prendre un plan large, on va se rapprocher, mais en se décalant d'au moins 30 degrés, 45 degrés, en étant plus près. Donc, notre sujet est plus près, mais suivant un autre plan. Et après, on peut reprendre le même axe que le plan large, mais pour faire un gros plan. Et on va passer comme ça d'un plan à un autre en travaillant sur ces angles, mais en faisant aussi attention à l'éclairage hein, pour être sûr de ne pas se trouver dans des effets de contre-jour à un moment ou à un autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça démarre avec la stabilité. Il faut vraiment travailler sa stabilité, travailler la stabilité de l'ensemble plongeur et boîtier. Lorsqu'on a vraiment ça en main, on s'aperçoit que même pendant la plongée, pour une raison ou pour une autre, on peut lâcher le boîtier, faire quelque chose, vérifier justement ses paramètres, n'importe quoi, et reprendre ce boîtier. Il n'a quasiment pas bougé d'endroit. C'est quelque chose qui est très très agréable. Penser sur un même sujet à prendre des plans de différentes valeurs, éloigné, rapproché, gros plan. Penser à cette règle des tiers, cette règle des 30 degrés pour pouvoir prendre des plans successifs sur le même sujet. Et puis tout ça, ça doit rentrer en même temps. Il faut qu'on pense à la composition de l'image. Il faut que la composition de l'image soit belle. Il faut qu'elle prenne en compte la manière de cadrer qu'on utilise souvent. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle ce qui est intéressant, c'est vraiment de se concentrer sur tes plans fixes. Ce qui ne vous empêche pas, si à un moment il y a une action à suivre, de la suivre. Mais vous, sur votre travail de progression du PV1, ce qu'on vous demande effectivement, ce sont des plans fixes qui soient stables, qui soient nets et qui soient bien éclairés. La liste des courses liées à ce chapitre, première chose, bien sûr,
tout ce qui n'est pas plan stable et plan net, bah, vous ne les utiliserez pas. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir au moins 3 plans sur le même sujet, en respectant cette règle des 30 degrés, d'avoir aussi 3 plans sur le même sujet en respectant les valeurs de plan. D'ailleurs, les deux choses peuvent être mélangées. Et puis, penser à filmer des sujets en entrée et en sortie. Donc après, effectivement, en fonction de la plongée que l'on fait, de la chance que l'on a, de ce que l'on rencontre, on peut effectivement, ben voilà, j'ai à un moment ou un autre, euh, je peux faire un plan d'ambiance, je me dépose quelque part, je fais un plan rapproché, et quand je suis dans mon plan rapproché, je m'aperçois qu'il y a des poissons autour qui vont intervenir, ou d'autres éléments, un poulpe qui arrive, je ne sais pas. À ce moment-là, je pense à rester là et à faire et à peut-être saisir l'opportunité d'une entrée dans le champ d'un autre animal. Et puis peut-être que cet animal va ensuite partir. Donc là, je pense aussi à filmer cette sortie de champ. Donc ça, ce sont des choses, vous voyez, assez simples, mais malgré tout, sur lesquelles il va falloir penser, se focaliser pour avoir ces plans, parce que ces types de plans, c'est les plans que l'on mettra dans son montage final.